Monsieur Châtaignier, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez été reçu par le chef de l'État aujourd'hui. De quoi il était question? Et nous avons abordé plusieurs sujets longtemps. D'abord, le premier message que je voulais lui porter au nom de l'Union européenne, c'est le soutien total que nous apportons au programme de réforme qui découle des consultations que lui-même a organisées. Il y a beaucoup de réformes qui ont été demandées par la population congolaise en matière de paix et de sécurité, notamment dans l'est du pays, en matière de démocratie, de gouvernance démocratique, de réforme électorale, en matière de développement inclusif pour tous et toutes, et en particulier les femmes et les jeunes. Et donc je voulais lui porter le message au nom de l'Union européenne et de nos États membres que nous soutenions véritablement ce programme de réforme. Donc ça a été vraiment le premier objet de notre entretien. Le second objet a plutôt porté sur la présidence de l'Union africaine que la République démocratique du Congo va tenir à partir de février prochain. Et donc là aussi notre souhait d'accompagner cette présidence congolaise de l'Union africaine. Et le troisième sujet, marginal, plus ponctuel, mais c'était la confirmation que je lui ai faite officiellement que nous prolongions le régime des mesures restrictives individuelles pour un certain nombre de personnes de l'ancien régime qui sont gravement accusées d'atteinte aux droits humains. Donc c'était vraiment les trois sujets de notre discussion. Alors, si on prend juste deux réformes majeures, la première au niveau de la sécurité, pour vous, quel serait votre apport en particulier dans le cadre de ces réformes, dans le secteur de la sécurité? Nous avons échangé sur la paix et la sécurité, évidemment dans l'Est du pays, qui est un grand facteur de préoccupation pour moi et pour nous, pour l'Union européenne. C'est un sujet, bien sûr, qui taraude aussi le chef de l'État, qui m'en a parlé encore aussi cet après-midi. Deux axes me semblent très importants. Un, c'est véritablement d'accompagner la mise en œuvre d'un programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire efficace pour les anciens combattants, les combattants des groupes armés. Mais qui soit respectueux, d'abord qu'il n'y ait pas d'impunité pour ceux qui ont commis des actes graves, et donc que soit traduit en justice ceux qui ont commis des actes graves, et que ne soient réinsérés que ceux qui n'ont pas commis ces actes répréhensibles pour la justice. Et ensuite donc accompagner un développement communautaire, donc qui accompagne non seulement les anciens soldats des groupes armés, mais aussi les populations et toutes les populations environnantes. Donc véritablement avoir un DDR qui soit efficace et qui réponde aux besoins. Et puis ensuite, bien sûr, avoir un travail sur tout le système d'état de droit, tout le système sécuritaire, qui va de l'appui à l'armée. Et c'est aussi un sujet que j'ai confirmé au chef de l'État, c'est que nous allions poursuivre notre appui à la réforme des forces armées, à la police, à la justice, et véritablement réaffirmer la présence de l'État sur tout le territoire de la République démocratique du Congo. Oui, en ce qui concerne le DDR, on parle de plus en plus de DDR communautaire. Quel serait votre appui par rapport à ces secteurs? Parce qu'on sait, par exemple, que ça soit dans le nord ou le sud Kivu ou encore à Ituri, il y a eu des combattants qui se sont rendus et qui étaient prêts pour ces programmes de DDR, mais qui finalement sont rentrés qui ont repris leur activisme. Aujourd'hui, on sait que ces secteurs manquent cruellement de moyens, de fonds. Comment vous pensez accompagner le gouvernement congolais dans ces secteurs de DDR communautaire? À partir du moment où les principes sont bien clairs, c'est-à-dire les principes de respect d'état de droit que je vous citais tout à l'heure, qu'on ne réinsère pas n'importe qui et n'importe comment. Nous, l'Union européenne, comme d'autres partenaires d'ailleurs, comme la Banque mondiale ou d'autres partenaires comme le Royaume-Uni ou d'autres, nous sommes prêts à accompagner ce processus, nous serons prêts à le financer. Pour nous, il faut vraiment que les choses soient claires en termes d'organisation, de structure, que la redevabilité, que la ligne de direction soit claire. Une fois qu'elle est claire, et le chef de l'État me l'a confirmé, elle sera claire, nous pourrons appuyer véritablement un programme d'appui à ces mesures de DDR effectivement communautaires et pas uniquement réservées aux ex-combattants. Alors, l'autre question, c'est un rapport avec les élections. Vous parlez également de réformes électorales et votre priorité en termes d'appui, si vous devez appuyer quelque chose, ça serait quoi?
Écoutez, nous sommes disposés à appuyer, à accompagner les réformes qui seront proposées par les partenaires congolais. Nous n'avons pas à nous substituer à la décision des partenaires congolais. C'est vous qui décidez de ces réformes. Et par contre, nous pensons qu'elles sont effectivement indispensables parce que tout le monde reconnaît que lors des dernières élections, il y a eu des difficultés, des problèmes, et il ne faut pas que ça se répète. Donc, il y a des réflexions qui sont en cours sur les structures de supervision des élections, sur la Commission électorale nationale indépendante, sur toute une série de choses sur lesquelles moi-même je n'ai pas forcément le prononcé, mais dont on sait que nos partenaires congolais souhaitent qu'il y ait des réformes. Nous disons, nous sommes prêts à accompagner ce processus de réforme qui doit bien sûr être consensuel entre les différents partenaires politiques congolais, entre les différentes composantes de la société civile, pour que tout le monde à la fin puisse se reconnaître dans ces réformes électorales. L'autre question, c'est un rapport avec l'accompagnement que vous avez proposé aux Congolais pour la gouvernance de l'Union africaine. Comment peut s'articuler cet accompagnement à votre niveau ? Alors nous travaillons là aussi pour répondre aux demandes de la présidence congolaise et aux demandes de la République démocratique du Congo. C'est un partenariat un petit peu à trois, donc nous travaillons également avec l'Union africaine et avec la représentante de l'Union africaine ici à Kinshasa, Michel Ndiaye, avec le ministère des Affaires étrangères congolais. Déjà, un de nos États membres, la Belgique, a mis en place des formations qui ont permis à des fonctionnaires et à des diplomates du ministère congolais des Affaires étrangères de se former et de prendre connaissance d'un certain nombre de dispositions de fonctionnement de l'Union africaine et de relations avec des partenaires externes. Et nous regardons, j'ai reçu également la commission qui s'est mise en place pour accompagner cette présidence congolaise. Et puis, nous allons avoir une réunion de travail aussi avec plusieurs partenaires, avec la ministre des Affaires étrangères du Congo lundi matin. Donc voilà, nous sommes vraiment à l'écoute, là aussi pour accompagner, pas du tout pour nous substituer, nous ne travaillons pas sur le fond. Le fond, c'est vraiment la République démocratique du Congo qui va faire sa présidence, qui va proposer ses priorités. Nous sommes là pour accompagner, peut-être pour apporter un petit peu d'expérience que nous avons en matière de coopération multilatérale. Vous savez, l'Union européenne, c'est très compliqué. Nous avons 27 États membres. Nous ne sommes pas toujours tous d'accord. Nous avons l'expérience des discussions, l'expérience, le savoir-faire, je dirais, en termes de négociation diplomatique. Et c'est ce que nous proposons de partager avec nos partenaires congolais. Dernière question, ça a rapport avec les sanctions européennes pour 11 personnalités congolaises. Est-ce que c'est également un message quand on regarde la tension qu'il y a aujourd'hui au niveau politique en RDC? Écoutez, pour moi, c'est un message très clair de l'attachement que nous avons à l'état de droit et aux valeurs démocratiques. Je préfère plutôt parler de mesures individuelles restrictives que de sanctions, mais c'est vrai que ce message, c'est que ces mesures resteront en place tant qu'il n'y aura pas eu des enquêtes, tant qu'il n'y aura pas eu un travail d'investigation de la justice congolaise sur les actes répréhensibles commis par ces personnes pendant la période précédente. Et quand je parle d'actes répréhensibles, ce sont des violations graves de droits humains. Et donc, ce que nous souhaitons vraiment, c'est qu'au niveau qu'il y ait des poursuites ou il y ait des enquêtes judiciaires qui soient menées au niveau de la justice congolaise. Et à partir du moment où ce travail de justice sera fait ici au Congo, nous lèverons ces mesures individuelles restrictives. Elles n'auront plus de raison d'être. Et d'ailleurs, nous les avons déjà levées pour un autre motif qui était l'obstruction au processus électoral. Ce motif n'a plus lieu d'être. Nous avons déjà sorti 2 personnes l'an dernier parce qu'il n'y avait plus à considérer ce motif dans les mesures individuelles restrictives. Par contre, nous restons attachés à la mise en œuvre de ces mesures individuelles restrictives pour les crimes graves, les violations de droits humains dont nous avons eu connaissance. Et nous souhaitons vraiment que la justice congolaise les investigue. Et nous souhaitons vraiment et dire que après, c'est pas notre responsabilité de juger. Ces mesures restrictives ne sont pas des mesures de jugement, mais elles sont un signal fort de notre attachement à l'état de droit et à la démocratie en République démocratique du Congo. Monsieur l'ambassadeur, je vous dis merci. Je vous remercie également beaucoup.